La taïga était en train de mourir. Ce n'était pas une mort rapide et miséricordieuse. C'était une longue et douloureuse suffocation. Le soleil, suspendu dans une brume blanche et enfumée, n'était pas une source de vie, mais un disque de cuivre brûlant qui brûlait l'âme même de la forêt. Depuis 3 mois déjà, pas une goutte de pluie n'avait touché le sol craquelé. La mousse, habituellement douce et élastique comme une éponge, s'était transformée en un parchemin sec et fragile, qui s'effritait en poussière sous n'importe quelle patte. L'air ne sentait pas le pain et la prêle, il sentait la fumée et la poussière. Quelque part au loin, derrière la crête, le feu faisait déjà rage, et cette odeur faible et âcre était un rappel constant de l'approche du feu. Les oiseaux se sont tus, les animaux sont partis, mais pas tous. Ceux qui étaient trop vieux, trop faibles ou trop têtus sont restés. Et maintenant, ils étaient tous unis par un instinct primitif et dévorant, la soif. Toute la vie complexe et multiforme de la taïga, toute sa chaîne alimentaire, se résumait à un seul et unique point. Au ruisseau. Il était le dernier, là où autrefois coulaient des torrents glacés et tumultueux. Un mince filet d'eau sale s'écoulait désormais dans un lit profond, et sillonné de rides de boue. Ce n'était plus de l'eau, c'était une bouillie chaude et trouble qui sentait la vase et la mort. Mais c'était de l'humidité, et tout le monde se précipitait vers cette humidité. Le prédateur et la proie avaient oublié leur rôle. La loi de la jungle avait été abolie, elle avait été remplacée par la loi de la sécheresse. C'est vers ce ruisseau, au plus fort de la chaleur de midi, que 2 personnes se sont rendues. Le premier à sortir de l'épais buisson de framboisier desséché fut lui, l'élan. C'était le patriarche, vieux, puissant, les flancs creusés par la faim. Il portait sa couronne, de larges cornes lourdes déjà recouvertes de velours, comme un fardeau. Chacun de ses pas était un effort. Ses narines énormes, habituellement humides, était sèche et craquelée. Sa langue était épaisse et lourde. Il avait marché vers l'eau pendant 3 jours, guidé uniquement par sa mémoire. Il était l'incarnation d'une puissance ancienne et déclinante. Et à la même seconde, de l'autre côté, il posa silencieusement la patte sur le gravier. Le loup. C'était un paria, jeune mais déjà couvert de cicatrices, avec une touffe de poils arrachés sur le flanc. C'était un loup solitaire. Il avait été chassé de la meute et n'était plus qu'une ombre. Un fantôme, condamné à mourir de faim. Il était nerveux. Ses yeux jaunes brillaient fébrilement. Pour lui, l'élan était à la fois un ennemi mortel qu'il craignait et une proie inaccessible, dont il ne pouvait que rêver. Mais à présent, l'élan n'était ni l'un ni l'autre. Il n'était qu'une créature de plus, au bord de l'eau. Ils restèrent immobiles. Le monde s'était arrêté. 10 mètres de lit boueux les séparaient. 10 mètres et 1 million d'années d'instinct. Le lynx, haletant, fixait le loup. Ses yeux sombres reflétaient un mépris séculaire pour le prédateur. Mais il ne trahissait aucune peur, seulement une fatigue infinie. Il était trop grand pour craindre un seul loup, mais trop faible pour gaspiller son énergie à menacer. Le loup se coucha sur le sol. Ses lèvres tremblèrent, dévoilant ses crocs. Mais son rugissement resta coincé dans sa gorge desséchée. Il ne voyait pas un élan. Il voyait une montagne de viande qu'il ne pouvait pas attraper. Il voyait le maître de la forêt qui pouvait le tuer d'un seul coup de sabot. La tension flottait dans l'air brûlant. Elle résonnait comme une corde tendue. C'était une impasse classique. Des ennemis mortels, pris au dépourvu près de leur dernière source de vie. La loi du sang exigeait le combat. Mais la loi de la sécheresse, plus ancienne et plus cruelle, exigeait de boire. La soif l'emporta. Le lynx, en tant qu'aîné et maître des lieux, fit le premier pas. Lentement, sans quitter le loup des yeux, il commença à descendre vers l'eau. Le loup ne bougea pas. Il se contenta de lécher ses lèvres sèches et gercées. Il semblait qu'une trêve inimaginable avait été conclue. Et à ce moment-là, le vin, qui était absent, apporta une nouvelle odeur. Ce n'était pas une odeur de brûlé. C'était une odeur épaisse, musquée, lourde. Celle d'un animal. L'odeur d'une force rassasiée, sûre d'elle-même. L'élan s'immobilisa, levant sa tête massive. Le loup solitaire bondit,
le poil hérissé sur le dos. Sa panique était presque palpable. Il connaissait cette odeur. Ils ne sont pas sortis. Ils se sont matérialisés à partir d'une brume tremblante. Des ombres, 5 ombres. La meute. Ils n'étaient pas épuisés. Ils étaient une machine. 5 corps minces et musclés, bougeant à l'unisson. À leur tête se trouvait lui, le chef aguerri, imposant, sombre, avec un dos grisonnant et des yeux froids, jaunes comme la glace. C'était lui qui avait chassé le loup solitaire. Le chef s'arrêta sur une petite colline, évaluant la scène, et quelque chose apparut sur son museau, que chez un humain, on aurait pu appeler un sourire. Le tableau était parfait. Un cadeau des dieux de la sécheresse. Pas n'importe quel élan. Un élan vieux et épuisé, acculé près de l'eau. Une proie facile qui nourrirait la meute pendant une semaine. Mais ce n'était que le gros lot. Il y en avait un deuxième. Le regard du chef se posa sur le loup solitaire, le traître, le rival, celui qui avait osé le défier. Et maintenant, il était là, coincé entre la meute et l'élan. Pris au piège. Le chef n'émit aucun son. Il secoua simplement lentement la tête. C'était un ordre silencieux. La meute commença à se disperser. Il ne courait pas, il marchait. 2 d'entre eux contournèrent l'élan, lui coupant la route vers la forêt. 2 autres commencèrent à se déplacer lentement vers le loup solitaire. Il ne chassait pas simplement l'élan, il s'attaquait aux 2. Le loup solitaire l'a compris immédiatement. Il n'avait aucune chance. S'il courait vers la forêt, il le rattraperait. S'il se jetait à l'eau, il l'attraperait sur la rive. S'il attaquait l'élan, la meute le mettrait en pièces pendant qu'il serait occupé. Il était mort. L'élan l'a compris aussi. Il a poussé un rugissement grave et guttural et a frappé le gravier de son sabot avant. Il se préparait à son dernier combat. Il savait qu'il n'en sortirait pas vivant. Mais il n'avait pas l'intention de mourir seul. C'est alors que le loup solitaire prit sa décision. Ce n'était pas une décision dictée par la logique, mais par un désespoir pur et primitif. Il se trouvait entre 2 morts. L'une rapide, sous les sabots d'un élan, l'autre longue et humiliante, sous les crocs de son ancienne famille. Il fit ce que personne n'aurait pu prévoir. Il a fait demi-tour. Il tourna complètement, absolument le dos à l'élan. Il commit un acte d'incroyable confiance suicidaire, exposant sa colonne vertébrale sans protection, à la puissance et à la panique de 800 kilos. Il s'est tourné vers la harde, et il rugit. Ce n'était pas le rugissement d'un exilé, c'était le rugissement d'un guerrier, choisissant de quel côté mourir. Il préférait mourir en combattant ceux qu'il détestait, plutôt que ceux qu'il craignait simplement. Le chef resta un instant stupéfait, mais seulement un instant. Avec un aboiement bref et furieux, il donna l'ordre, et les 2 loups les plus proches du solitaire se précipitèrent à l'attaque. L'élan observait. Son énorme cerveau, embrumé par la douleur, était incapable de comprendre ce qui se passait. Le loup, son ennemi, se tenait à 3 mètres de lui, dos à lui, et se préparait à livrer bataille aux autres loups. Il pouvait le tuer à cet instant même. Un seul coup de sabot suffirait à briser la colonne vertébrale du solitaire. Il pouvait s'enfuir. Pendant que la meute déchiquetait le traître, il aurait quelques précieuses secondes pour se cacher dans la forêt. Il n'a fait ni l'un, ni l'autre. Peut-être a-t-il vu dans les yeux du solitaire le même désespoir qui battait dans son propre cœur. Peut-être a-t-il simplement compris qu'ils avaient désormais un ennemi commun. Au moment où les 2 loups de la meute bondirent sur le solitaire, le monde explosa. Le loup solitaire a rencontré le premier, lui sautant à la gorge. C'était un enchevêtrement furieux et aveugle de dents et de fourrures. Mais le deuxième loup était déjà derrière lui, visant sa cuisse. Et à ce moment-là, l'élan poussa un rugissement. Ce n'était pas un gémissement, c'était un cri de rage retentissant, assourdissant, biblique. Il ne s'est pas enfui, il a attaqué. Ses pattes avant, lourdes comme des marteaux de forgeron, se sont envolées dans les airs et se sont abattues sur le deuxième loup. Il y a eu un craquement nauséabond et humide. Le loup a poussé un seul cri et s'est tu. Sa colonne vertébrale était brisée. Le loup solitaire, étourdi, bondit en arrière. La meute se figea. Le chef grogna, n'en croyant pas ses yeux. L'élan, leur proie, ne s'enfuyait pas. Il le protégeait. Il protégeait le loup. Le loup solitaire, haletant, recula, et son dos se heurta au flanc velu de l'élan,
qui sentait le marais et la peur. Ils se tenaient dos à dos, un bastion inimaginable, impossible. Un élan gigantesque, frappant du sabot et rugissant, empêchant les loups de s'approcher, et un loup solitaire, blotti contre son flanc, montrant les crocs et accueillant avec des attaques furieuses quiconque osait se faufiler sous le ventre du géant. C'était un véritable carnage. L'élan piétinait et frappait. Le loup déchirait et mordait. Il ne faisait qu'un. Deux haines fusionnées en une seule défense féroce. La meute n'était pas prête à cela. Ils étaient venus pour chasser, pas pour faire la guerre. Le chef, qui avait reçu une profonde entaille à l'épaule de la part d'un solitaire, fut le premier à le comprendre. Cette proie était trop précieuse. Il poussa un hurlement court, rageur et saccadé, signalant la retraite. Et aussi vite qu'ils étaient apparus, ils disparurent. Ils se fondirent dans la brume poussiéreuse, emportant avec eux le blessé et laissant le corps de leur compagnon sur les rochers. Silence. Un silence encore plus lourd et plus dense qu'auparavant s'installa. Il résonnait dans ses oreilles. Il était imprégné d'une odeur de sang, d'adrénaline et de musc. Le cerf respirait bruyamment. Ses flancs se soulevaient comme des soufflets de forge. De la salive mêlée de sang, qui n'était pas le sien, coulait de ses lèvres. Le loup solitaire rampait sur un mètre. Il se couchait sur le ventre, incapable de se tenir debout. Il tremblait. Son flanc était déchiré, mais il était vivant. Ils se regardaient. 1 mètre les séparait. L'union était rompue. Le contrat était exécuté. Ils étaient à nouveau l'élan et le loup, des ennemis mortels. Le regard de l'élan était trouble. Celui du loup, méfiant. Il n'y avait ni gratitude, ni compréhension dans leurs yeux. Seulement le souvenir douloureux et commun de l'horreur qu'ils avaient vécue. La reconnaissance. L'élan, en tant qu'aîné, vainqueur, et celui qui avait conservé le plus de force, fit le premier pas. Il se tourna vers le ruisseau. Lentement, majestueusement, il baissa son énorme tête couronnée de cornes vers l'eau sale et trouble et commença à boire bruyamment, bruyamment, aspirant la vie en lui. Il offrit son cou au loup, son poing le plus vulnérable. C'était un acte de confiance absolue ou de mépris absolu. Le loup solitaire regardait le cartilage de la gorge du géant bouger. Il aurait pu bondir à ce moment-là, se jeter sur l'artère carotide. Il ne bondit pas. Il a attendu que l'élan ait bu. Puis, boitant, il a fait quelques pas en aval. Et il a plongé sa tête dans l'eau lui aussi. Ils burent ensemble. Ennemis. Alliés. L'élan et le loup. L'élan a fini le premier. Il a levé la tête. L'eau coulait de son menton. Il n'a pas regardé le loup. Il s'est simplement retourné. Et son ombre immense et sombre s'est fondue sans un bruit dans la forêt de sapins secs. Le loup solitaire le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il se détourna. Et, boitant, il partit dans la direction opposée, vers les rochers. La trêve près du point d'eau était terminée. La loi de la sécheresse avait cédé la place à la loi du sang. Mais ce jour-là, pendant 10 minutes terrifiantes, elles furent toutes deux abrogées.